Merci de nous rejoindre sur Al24 News, chers téléspectateurs. C'est l'heure d'Eco Hebdo qui va traiter aujourd'hui d'un problème endémique en ce qui concerne l'économie mondiale. Il s'agit de l'économie informelle, une pratique qui prend de plus en plus d'ampleur dans beaucoup de pays pour des raisons plus ou moins distinctes, mais qui débouche le plus souvent sur l'absence de mécanismes d'absorption des travailleurs et des activités informelles. Cette économie informelle qui peut parfois prendre des formes multiples, qui s'apparentent de loin de l'entrepreneuriat, mais qui n'en sont pas à l'image des emplois proposés par certaines plateformes qui se réclament de l'économie collaborative. Et c'est dans le cadre de la lutte contre l'économie informelle que la première réunion régionale du projet Solifem, qui concerne 4 pays que sont l'Algérie, l'Égypte, la Palestine et le Liban, et dont la mise en œuvre a commencé en mars 2021, s'est tenue à Alger les 28 et 29 novembre dernier, et dont l'un des objectifs est le soutien du dialogue social tripartite, gouvernement, employeurs et travailleurs. Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Eco Hebdo Daniel Cork, qui est le chef du projet Solifem. Monsieur Cork, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur Khalvi. Et nous rejoint bien sûr depuis Marseille en direct notre expert maison et enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1, Nazim Sini. Bonsoir, bienvenue également. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous. Merci. Et l'on va entamer le débat directement avec vous, monsieur Cork. Pourriez-vous nous parler un peu du projet Solifem? Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, bien sûr, monsieur. Alors, le projet Solifem, c'est-à-dire le dialogue social pour la formalisation et l'employabilité dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. C'est un projet régional de l'Organisation internationale du travail, financé par la Commission européenne et aussi en partie par l'OIT. Très bien. Nazim Sini, l'expression économie informelle apparaît en 1972 dans un rapport du Bureau international de travail concernant le Kenya. Ce concept, né de l'étude de pays en voie de développement, va au fil du temps et selon les utilisateurs recouvrir des types d'activités très diverses. Oui, tout à fait. Mais si vous me permettez, Khalden, je voudrais rappeler en préambule quelques chiffres de l'économie informelle. Donc, au niveau mondial, c'est environ 60% des actifs qui travaillent dans le monde. C'est aussi 2 milliards d'individus. C'est pour vous dire le poids économique de l'informel qui pèse sur l'ensemble des économies mondiales. C'est aussi plusieurs milliards de dollars de pertes pour le trésor public et c'est plusieurs points de PIB qui sont perdus dans l'informel. Alors, il faut savoir que l'activité informelle, d'abord, elle recouvre plusieurs types d'activités. Ça peut être le commerce, la vente de biens et services, ça peut être le négoce. Et même sa définition en soi est assez complexe. Et en même temps, même le fait de mesurer et de quantifier l'économie informelle, c'est aussi vraiment un travail très délicat. Et j'allais vous dire aussi, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. On sait pertinemment que les pays les plus à même d'être affectés par l'économie informelle, ce sont les économies développées et les économies émergentes. Et on assiste depuis peu à une explosion de ce phénomène et de ce fléau dans les économies dites de marché et les économies industrialisées. Donc il y a deux grilles de lecture potentiellement. C'est soit c'est un fléau qu'il faut combattre et c'est une plaie pour des économies matures, soit au contraire, ça peut être perçu comme une aubaine et une planche de salut pour des pays, par exemple, qui sont soumis à un embargo ou à un blocus. Je prends par exemple Cuba, Venezuela, la Palestine ou le Liban encore. Bon, pour des raisons diverses, évidemment, nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus, mais c'est pour vous dire que selon les pays, l'informel n'a pas le même impact. Très bien, Nazim Sini. Daniel Cork, Solifem concerne 4 pays que sont l'Algérie, l'Égypte, la Palestine et le Liban. Pourquoi avoir ciblé ces 4 pays précisément? Oui, Khaireddine, premièrement, c'est les 4 pays les 4, ils ont un taux de l'informalité très haut. Et aussi, la deuxième chose, c'est en commun entre les 4 pays, c'est bien sûr, il y a énormément de jeunes qui n'arrivent pas à être observés par le marché formel. Et troisième chose, c'est le gouvernement d'Algérie qui était le premier de demander un soutien technique de notre part, l'OIT, pour faire une étude, pour comprendre quelles sont les vraies raisons pour lesquelles la taille de l'économie informelle est assez large.
mais aussi, nous sommes, comme l'OIT, nous servons les priorités de nos mandants, c'est-à-dire le gouvernement, employeur, travailleur, dans chaque pays. Et dans ces 4 pays, c'est un thème très important dans le cadre de travail décent pour tous. Un pays comme le Liban, Daniel Cork, est très marqué par l'aspect de l'entrepreneuriat. Est-ce que parfois on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui appartient à de l'entrepreneuriat au Liban et ce qui est peut-être de l'ordre de l'économie informelle? Est-ce que c'est difficile de faire la distinction entre les deux dans un pays en crise comme le Liban? Oui, tout à fait, Kherdine. C'est très compliqué. J'étais là au Liban au mois de juin et alors, l'informel fait marcher l'économie à ce stade. Il fait marcher l'électricité, il fait marcher toutes les services essentiels. C'est ça pour le pays. Après la crise financière, qui est vraiment un impact très sérieux dans le pays. Alors, mais en même temps, les partenaires de l'OIT au Liban, ils ont dit cette question est très importante pour essayer de limiter les conséquences. Les priorités au Liban de notre stratégie, développée à travers le dialogue social, c'est de préserver ce qui reste des différents secteurs importants. Par exemple, les agroalimentaires, pour d'autres secteurs, par exemple le bâtiment, l'agriculture, pour voir comment, à travers le projet, on peut réorienter certains secteurs de l'économie pour être plus productifs et en deuxième temps, nous travaillons à travers les axes concrets. Au Liban, nous sommes en train de faire une étude dans 4 secteurs importants, mais nous réalisons que pour faire les changements dans les politiques, l'emploi et d'autres politiques, ça va prendre du temps. Mais c'est l'engagement des travailleurs-employeurs avec le ministère du Travail qui est la base pour graduellement trouver les solutions qui vont aider le pays. Très bien, merci Daniel Cork. Nazim Sini, au vu des transformations économiques récentes qui touchent le secteur du travail dans sa conception propre même, notamment depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, ne pensez-vous pas que ce phénomène soit devenu un phénomène plutôt global qui touche aussi les pays développés ? Totalement, vous avez raison. En fait, d'abord, c'est un phénomène qui s'est globalisé, qui affecte tous les pays de manière indistinguée. Et effectivement, on assiste à une résurgence ou à une explosion de l'économie informelle dans les pays développés, surtout depuis la pandémie. Pourquoi? Tout simplement parce que la pandémie a affecté le tissu économique de ces pays-là. Certaines entreprises ont dû réduire la voilure, arrêter leurs activités, mettre leur personnel au chômage partiel. Et quand vous êtes un salarié face à des difficultés économiques et que vous souhaitez maintenir vos revenus, vous sombrez naturellement vers une activité informelle. Et c'est pour ça qu'on a assisté, même en France et partout en Europe, à des compléments d'activité qui n'étaient pas déclarés et qui en soi représentaient une activité informelle. Ça peut être par exemple des prestations de services chez des particuliers, de la livraison, du babysitting, voyez, donc tout type de prestations. On va revenir sur les activités qui touchent les plateformes qui s'apparentent à de l'économie collaborative notamment. Oui, exactement, et qui en fait c'est clairement de l'économie informelle qui peut même être associée à de la fraude, parce que c'est clairement fraudé aux différentes caisses de protection sociale. Mais à contrario, j'allais vous dire, Kherdine, c'est que la Covid-19 a mis aussi en exergue l'extrême vulnérabilité et la grande fragilité des personnes qui travaillent dans le secteur informel, parce que de fait, elles n'ont aucune protection sociale, elles ne bénéficient pas de mécanismes de chômage partiel, elles ne cotisent pas aux caisses de retraite, et ce qui fait qu'elles se sont retrouvées du jour au lendemain sans aucun revenu d'activité. C'est pour ça que le secteur informel, comme je vous l'ai dit, est à double tranchant. Il peut permettre de faire fonctionner un pays parce que certains économistes estiment, malgré qu'ils combattent le fléau de l'informel, estiment qu'il vaut mieux dans un pays avoir des travailleurs que pas de travail du tout. Même si celui-ci se fait au détriment des cotisations des différentes caisses et même s'il se fait de manière informelle. Mais aujourd'hui, effectivement, on assiste à un phénomène à double tranchant, j'allais vous dire, qui permet de dire l'économie informelle n'est pas aussi bien ne protège pas les salariés comme ce que pourraient prétendre certaines personnes. Naturellement, très bien. Daniel Cork, Solifem, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, on a expliqué ce que c'est que le projet, mais quelles sont ses attentes et quels sont ses objectifs surtout? Oui, merci. Alors, les objectifs, on a 2 axes dans le projet. Le premier axe, c'est de développer les plans d'action nationaux
intégrée à travers le dialogue social. Et puis, cette plan national doit intégrer les mesures qui vont aider à formaliser les entreprises et aussi les postes de travail. Deuxième axe du projet, c'est le renforcement des systèmes de compétences pour s'assurer que les jeunes et les femmes qui travaillent dans l'informel et aussi les entrepreneurs potentiels, ils ont l'accès au système de formation. Des fois, ils n'ont pas le temps. Si je travaille dans l'informel 10 heures par jour, je n'ai pas le temps de aussi faire un autre 6 mois de formation, par exemple. Alors, ces systèmes doivent répondre aux besoins et aux barrières des bénéficiaires ultimes, c'est les jeunes et les femmes dans l'informel. Oui. Daniel Cork, je reste avec vous. La Palestine et le Liban semblent être particulièrement touchés par le phénomène de l'économie informelle à cause de l'occupation pour la Palestine et de la crise financière et économique pour le Liban. Beaucoup d'observateurs, y compris Nazim Sini vient de le dire, pensent que pour ces deux pays, l'économie informelle est plutôt un avantage qu'un inconvénient au vu de l'absence justement d'une réelle économie structurée qui puisse compenser le manque à gagner des travailleurs informels s'ils venaient à passer au secteur formel. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est les deux, Khaireddine. Alors, il y a des avantages, bien sûr, parce que ce n'est pas durable comme approche de gouverner l'économie. C'est pour l'informel d'être assez large, beaucoup des contraintes envisagent avant les entreprises et aussi les travailleurs. Ça ne va pas garantir une société durable et une économie forte. Mais en même temps, vu la réalité en Liban et la Palestine, nous sommes en train de développer des stratégies selon les réalités dans chaque pays. Vous étiez en Palestine, à ma connaissance, à la fin du mois, vous avez constaté de visu la situation des travailleurs informels. Tout à fait. Vous pouvez la décrire? Oui, les travailleurs informels, ils travaillent dans les territoires palestiniens. Ils sont, malheureusement, ils travaillent aussi à l'intérieur de la ligne verte, dans les territoires occupés, parce que chacun pour soi, les gens, ils ont désespéré pour trouver un revenu et ils sont désespérés à trouver un moyen de travailler. Ils n'ont pas le choix parce que peut-être certaines difficultés rencontrées tous les jours à cause de l'occupation du blocus, notamment à Gaza. Tout à fait. Spécialement au Gaza. L'économie au Gaza, c'est presque tout l'informel parce que on peut pas, les Palestiniens, ils n'ont pas le contrôle sur les frontières, on ne peut pas contrôler les commerces et aussi les matières primaires pour les usines. Alors, c'est une énorme conséquence pour les populations et en même temps. Alors, pas toutes les décisions sont dans les mains de l'État qui occupe les Moyen-Orient, d'Afel Arabia, Cisjordanie, d'Afel Arabia, ou le Quds Sharqiya. Il y a aussi, depuis les années de Oslo, une priorité, c'était de développer les institutions de l'État, d'avoir un État de ministère du Travail, qui a des outils pour gouverner le marché du travail. Il y a des choses qui sont dans leur domaine d'influencer. C'est pour ça qu'on a un échange entre les Palestiniens et les Algériens ici, la semaine dernière, pour discuter justement. Alors, comment étaient les échanges justement? Est-ce que c'était fructueux? Oui, c'était très fructueux. L'Algérie a eu l'occasion de partager leur expérience, comment, après l'indépendance, ils ont développé les institutions efficaces pour gouverner le marché du travail, aussi pour le développement des systèmes de compétences. Et c'était très, très intéressant, très fructueux les deux côtés. Il y a aussi, bien sûr, une longue histoire, une relation très forte entre les peuples des deux pays et aussi entre le gouvernement. Et cet échange a beaucoup aidé les délégations palestiniennes à développer les idées concrètes dans le projet Coalition des femmes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le contexte de ces obstacles formidables. Très bien, Daniel Cork. Nazim Sini, le chômage des jeunes est particulièrement aigu dans les territoires palestiniens occupés, 41,7% en 2017 selon les chiffres de l'OIT. Au-delà des paramètres économiques, il y a aussi les pratiques coloniales qui empêchent toute amélioration de la situation, notamment dans l'enclave de Gaza. Comment faire alors pour sortir les Palestiniens de l'économie informelle en sachant que c'est ce qui leur permet d'exister et de vivre au quotidien? Écoutez, je vais vous dire, Khalden, le cas de la Palestine est un cas assez particulier parce que malheureusement, la Palestine est étouffée par un voisin
qui commet des actes criminels sur son territoire, qui colonise chaque partie de son territoire et son intégrité, et qui asphyxie la Palestine par l'économie justement en bloquant toutes sortes d'échanges et toute émergence d'une économie palestinienne solide et durable. À mon sens, la première chose, c'est d'abord, il faut que l'ensemble des pays arabes et des pays amis de la Palestine doivent soutenir ce pays, notamment en créant soit un corridor ou un couloir aérien ou même maritime pour permettre à ce que le produit palestinien que j'ai eu l'occasion et la chance de tester, puisse pouvoir aller à l'export. Parce que pour moi, c'est un préalable. La XAL peut jouer un rôle dans cette configuration, par exemple, si jamais la Palestine venait à l'intégrer. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut que l'OIT, d'abord, puisque nous avons un de ses représentants avec nous sur le plateau, peut accompagner l'État palestinien dans l'émergence de son économie et surtout pour faire basculer les travailleurs informels vers quelque chose de plus structuré, de plus formel. Et surtout, faire tourner l'économie palestinienne vers l'exportation, surtout avec son voisinage. Il y a l'Égypte, il y a le Liban notamment, la Jordanie, etc. La Jordanie. Donc, je pense qu'il y a une solidarité, une responsabilité des pays arabes qui peuvent accompagner la Palestine dans sa transformation et dans le basculement d'une économie informelle vers l'économie formelle. Très bien, Nazim Sini. Daniel Cork, selon l'OIT toujours, alors entre 42% et 67% des travailleurs des pays du voisinage méridional, vous allez nous expliquer ce que vous entendez par voisinage méridional, sont dans l'économie informelle. Comment expliquer un tel phénomène ? Oui, Khaledine. Alors, voisinage méridional, c'est comment la Commission européenne définit la région. Pour eux, c'est leurs voisins. C'est leurs voisins. Donc, c'est les pays la partie sud de la Méditerranée. Voilà. Les pays d'Afrique du Nord et aussi pour le Moyen-Orient, ça inclut la Syrie, le Liban, la Jordanie et donc, c'est la région MENA, excepté le Moyen-Orient, ou plutôt ce qu'on appelle les GCC. Oui, excepté l'Irak et le GCC, et Yémen, s'ils ne sont pas inclus. Oui, dans cette région, pourquoi ils arrivent pourquoi ce phénomène est assez large? Premièrement, c'est une longue histoire, c'est un phénomène bien sûr mondial, l'économie informelle, mais il y avait certaines politiques qui étaient développées dans le monde arabe, les promesses de voir un poste de travail dans la fonction publique, une promesse si on complète l'université. Il y avait certaines promesses qui étaient faites dans l'époque où ce n'était pas impossible parce que le nombre de jeunes qui finissent leur université, ce n'était pas énorme. Alors maintenant, ce n'était pas durable comme promesse, parce qu'il y a énormément de questions démographiques, il y a énormément de jeunes dans la région et bien sûr, ça affecte énormément. L'Égypte est concernée par ce phénomène. Tout à fait. Plus qu'un tout autre pays arabe, l'Égypte qui a une croissance démographique exponentielle. C'est ça. Alors, mais aussi une question de manque d'équilibre dans le marché du travail. Alors, beaucoup des étudiants, ils peuvent étudier le handasa, engineering, ou d'autres métiers qui vont gagner plus d'argent, qui a le prestige, le droit, mais il n'y a pas toujours un poste de travail dans ce domaine. Alors, et aussi, beaucoup des jeunes arrivent à l'informel parce qu'ils n'ont pas une alternative. Ils ne trouvent pas un poste dans le privé et ils ne trouvent pas un poste dans le public non plus. Alors aussi, il y a des engagements de la famille. Il y a beaucoup parmi les unités économiques informelles, c'était les entreprises pas enregistrées, qui sont basées sur les familles. C'est des attentes des familles aussi qui, contre ce jeune, il va aider la famille. Alors, il y a une attente sociale pour ça. Et aussi, beaucoup de jeunes, bien sûr, il y a des attentes sociales. Pour un jeune homme d'être marié, d'avoir une maison, il y a toutes les attentes et des fois, ils n'ont pas de choix que d'accepter ce qu'il existe. Au moins, c'est un revenu. C'est un revenu de base et ils n'arrivent pas, c'est pas un bon revenu. Il y a aussi des conséquences. Et ça, c'est les causes principales, à mon avis. En effet, Daniel Cork. Nazim Sini, qu'est-ce qui motive un travailleur quelconque à aller vers le secteur informel plutôt que de s'insérer dans l'économie formelle? Est-ce pas du gain, peut-être pas facile, mais qui échappe d'une certaine manière au contrôle de l'État, avant toute chose?
Oui, en fait, pour moi, j'en vois deux. Vous venez d'en citer une. C'est qu'effectivement, il est plus attractif pour certaines personnes d'être dans l'informel plutôt que le formel. Oui. C'est pour ça que j'estime que les pouvoirs publics ont aussi une très grosse responsabilité, une carte à jouer, parce que lorsque vous allez asséner des taxes et des impôts sur les revenus qui sont très élevés, eh ben, vous allez rendre mécaniquement attractif l'informel. Et c'est un phénomène qui existe même en Europe, où certaines personnes vont préférer, par exemple, bénéficier d'une indemnité chômage plutôt que d'aller travailler. Vous voyez, donc ça aussi, c'est un phénomène que l'on doit combattre. Et j'ai aimé ce qu'a dit M. Cork parce que tout à l'heure, un peu plus tôt, il parlait d'employabilité. Vous savez, pour moi, il y a deux types de travail informel. Vous avez le travail informel subi et le travail informel voulu. Celui qui est voulu, c'est-à-dire que vous allez volontairement travailler dans l'informel alors que vous avez la capacité de travailler dans le secteur formel, Oui. ces gens-là, il faut les combattre avec la plus grande vigueur. Et là, l'État doit être extrêmement sévère. En revanche, pour ceux qui le subissent, parce que justement, ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de diplôme et n'ont pas d'autre choix, et ont justement une responsabilité sociale vis-à-vis de leur famille, ces gens-là, il faudra les accompagner par de la formation, par de la pédagogie, et surtout tenter de les convaincre que ce n'est pas durable et ce n'est pas viable comme modèle de vie, comme choix de vie, que de travailler toute sa vie dans le secteur informel. Je vous ai cité tout à l'heure, ne serait-ce que la cotisation retraite. Vous imaginez quelqu'un qui a consacré 30 années de sa vie dans un métier pour lequel il ne payait aucune cotisation, que va-t-il advenir de cet individu à l'âge de la retraite? Donc c'est pour ça, pour moi, il est hyper important de mettre en place des mécanismes pour rendre le travail formel attractif plutôt que le métier, plutôt que les secteurs informels. Très bien, Nazif Sidi. Daniel Cork, je me tourne vers vous. Même question. Qu'est-ce qui peut motiver un travailleur pour passer de l'informel au formel? Au formel. Je crois que, premièrement, il doit y avoir réduction de la bureaucratie. Je suis chauffeur de taxi, je parle avec eux, les jeunes en Algérie, dans d'autres pays, ils me disent pour avoir un permis d'être chauffeur de taxi, c'est très long et c'est très cher. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent dans le Yassir ou un travail d'autre informel. Pour eux, ils me disent, mais j'aimerais bien avoir la protection sociale, mais il y a une certaine limite et un nombre limité les permis pour avoir un taxi. Alors, ce type de changement au niveau politique doivent ouvrir les portes pour que les jeunes ils peuvent avoir un travail décent, ils peuvent avoir un contrat, ils peuvent avoir la couverture de la sécurité sociale, etc. Mais aussi, je crois qu'une des choses qui arrive aussi, c'est que, et ça c'est important de définir, que l'économie informelle pour l'OIT, ce n'est pas seulement les secteurs informels. Le secteur informel, c'est les unités économiques pas enregistrées. Mais l'emploi informel, ça existe parmi ces indépendants, les chauffeurs de taxi, ça existe aussi dans les entreprises enregistrées. Des fois, ils sont sous pression, les jeunes, pour accepter un travail, ils sont payés sur la table. Oui. Mais ça peut être résolu à travers un dialogue social au niveau de l'entreprise, entre un syndicat et l'employeur, pour s'assurer que le processus de recrutement est juste et transparent et qu'ils peuvent dire « Non, je préfère d'avoir un contrat, s'il vous plaît, avec des conditions justes. » Pas forcément un contrat permanent pour tout le monde, mais au moins d'avoir une transparence et pas être la pression d'accepter quelque chose qui n'est pas décent. Très bien, Daniel Cork. Nazim Sidi, Daniel Cork a donné un exemple concret de ce qui pourrait peut-être intéresser un travailleur pour rester dans le formel, plutôt l'informel que de passer dans l'informel. Il a donné l'exemple des chauffeurs taxi, mais le problème c'est que parfois, il est plus intéressant pour les jeunes de travailler, c'est ce qu'on appelle les VTC, des sociétés de VTC, plutôt que de faire chauffeur taxi traditionnel. En 1 minute, s'il vous plaît. Oui, écoutez, comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, la première chose, c'est qu'il faut alléger les impôts sur les revenus, il faut aussi des exonérations. En fait, il faudrait juste rendre attractif le travail et la bascule de l'informel vers le formel. Et surtout, je rejoins ce qu'a dit M. Cork, c'est-à-dire faciliter l'obtention de registres de commerce. En fait, il faudrait presque légaliser l'activité informelle pour permettre à ces jeunes de rejoindre le sérail de l'économie formelle et de l'économie légale, parce qu'il en va de leur avenir et surtout... L'Algérie vient de lancer récemment, dernièrement d'ailleurs, le statut d'auto-entrepreneur. Exactement. Oui. Et pour moi, c'est une des grandes réponses et je pense que le statut d'auto-entrepreneur va permettre à ces jeunes justement de sortir de l'informel, j'en suis persuadé.
Très bien, Nazim Sini, Daniel Cork, le débat fut passionnant. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chargé du projet Solifem au sein de l'Organisation internationale du travail. Nazim Sini, vous êtes ici en direct avec nous depuis Marseille. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles à Al24 News et Eco Hebdo qui vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.